peuple, décoré en présence de son secrétaire général, Naguib Abdallah Mohamed, et du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jam Douale, 11 personnalités issues du protocole, de la presse, audiovisuelle, des techniciens du palais du peuple, des officiers de nos forces régaliennes, ainsi que les officiers de la garde républicaine. Le commandant Ismaël Ibrahim Barre et Hussein El Tire Roble, ainsi que le directeur adjoint de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdurrahman Mohamed Yahya, ont été élevés au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Lors de cette même cérémonie, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a en outre remis la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin au capitaine Abdullah El Tire Aden, Moussa Djibril Youssouf, Abdurrahman Galal Abdurrahman, à M. Raye Omar Ali, à Ousmane Omar Miki, à Bakar Mohamed Aloita, Omar Saïd Bile et Mohamed Omar Adour et enfin Hussein Omar Megag. Rappelons que l'événement s'inscrit dans le cadre du 43e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, qui s'est exprimé, a déclaré que d'autres personnalités issues de la gendarmerie, de la police nationale, des forces armées djiboutiennes et des gardes-côtes, des gardes pénitentiaires, de la presse écrite et ceux des réseaux sociaux seront à leur tour décorés prochainement. Le président avait décidé de faire un décret pour décorer un certain nombre de personnels de l'État, civils comme militaires. Il faut savoir que ce matin, nous avons décoré des personnalités de l'audiovisuel, mais aussi des gens aussi en tenue. Et prochainement, nous allons continuer ces décorations aussi pour les autres membres des corps constitués, notamment les militaires, gendarmes et police, mais aussi les personnels aussi de la presse écrite et aussi des réseaux sociaux. Nous pensons comme ça pour les encourager à redoubler de leur ardeur au niveau du travail et de continuer donc à défendre le pays. Merci. Autre actualité dans ce 22 heures plus tôt, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al Ahmed, a reçu ce matin en sa qualité de président de l'Union parlementaire africaine une délégation de la société civile plurielle du COMESA conduite par sa présidente. L'objectif premier de cette rencontre était d'abord de remercier de visu le chef de l'hémicycle pour son soutien constant à l'endroit de la société civile. En effet, en outre, son soutien, le PAN plutôt a accepté de parrainer le forum de rencontres économiques qui se tiendra dans notre capitale le 20 septembre prochain. En prit part à cette rencontre le directeur du président député Omar Al-Saïd, qui est également président de l'honneur du réseau des RNDS. Par ailleurs, il est important de souligner que ces dernières années, les parlementaires travaillent en étroite collaboration avec cette organisation qui compte créer des points focaux dans l'ensemble des pays du COMESA dans le cadre de leurs prérogatives. Rappelant, le projet de cette solidarité va financer en priorité la construction d'un futur centre pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Madame Boka a également tenu à remettre au président de l'Assemblée nationale le guide africain au développement durable et de la société civile dans lequel sont recensés les différents projets entrepris. À la fin de l'entrevue, réitérant son soutien, ses encouragements, le président de l'Assemblée nationale a remis un présent à Madame Boka, présidente de la société civile plurielle du COMESA, pour les actions de longue date qu'elle mène depuis 25 ans au profit de la société civile djiboutienne. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a étudié ce matin, sous l'honorable Abdelrahman Awali Yassine, l'examen des projets
portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au financement additionnel sur le projet de réponse en développement aux impacts liés au déplacement dans la Corne d'Afrique. Un autre projet aussi portant ratification de l'accord de financement concessionnel relatif au projet d'élaboration de politiques et la gestion économique et développement des statistiques. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale, qui était assisté par des hauts responsables du ministère ainsi que l'instance dirigeante djiboutienne, la DDS. Après un débat entre les parlementaires et leurs invités, la Commission des affaires étrangères transmet le texte en séance publique, se prononçant en faveur de la ratification. Autre actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a procédé ce matin avec l'ambassadeur du Japon, Koji Yonitani, une cérémonie de signature d'un échange de notes de l'accord d'un don de matériels médicaux octroyé au ministère de la Santé. La cérémonie de signature a vu la participation du ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Dirié, des hauts responsables du département. L'objectif de cette rencontre s'inscrit notamment dans le cadre d'un projet de renforcement des qualités de santé publique financé sous forme de dons à hauteur de 833 millions de francs djibout. Le Japon, pays frère, a toujours, rappelons-le, le pays frère a toujours eu un accompagnement vers son chemin du développement et en traduisant ainsi l'excellence et l'étroite collaboration entre les deux pays et les deux peuples. Rappelons que la République de Djibouti a récemment reçu de la part du gouvernement du Japon des médicaments Avigan à travers le programme onusien. L'ambassadeur du Japon, Koji Yonitani, a rappelé l'engagement politique sans faille de son pays à continuer à soutenir Djibouti dans l'accomplissement de son développement au niveau de la santé et le Japon reste un partenaire privilégié de la République de Djibouti. Ont déjà fait preuve d'une grande mobilisation dès le début de l'arrivée de la pandémie, de cette épidémie dans le pays. Je tiens à rendre hommage aux actions menées d'une manière si efficace et je voudrais rendre hommage à toutes les équipes du secteur de santé et tout le personnel de forces de l'ordre qui ont guidé la population pour suivre les mesures mises en place par le gouvernement. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Dirié, a remercié le gouvernement du Japon au nom du gouvernement de Djibouti pour cette aide qui vient à un moment opportun compte tenu de la situation exceptionnelle due à la lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19. Écoutons-le. Je me réjouis de constater que dans le domaine de la santé, la coopération entre nos deux pays ne s'est jamais aussi mieux portée. Je voudrais exprimer ma plus vive appréciation et ma sincère reconnaissance pour les efforts consentis par le Japon dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations et en particulier pour cet appui qui intervient dans le contexte national et international exceptionnel que nous connaissons en raison de la Covid-19. Je voudrais vous dire, Monsieur l'ambassadeur, que nous apprécions à sa juste valeur ce geste qui bénéficiera et rehaussera la qualité de la prise en charge offerte à nos compatriotes. Qu'il s'agisse du matériel roulant, du matériel destiné aux services de réanimation, des équipements de laboratoire ou d'imagerie médicale, il constitue un appui précieux dans le dispositif médical déployé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en République de Djibouti. Soyez assurés, Monsieur l'ambassadeur, de leur utilisation efficace et efficiente au bénéfice ultime des patients pris en charge au sein des structures de santé de notre pays. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement mon ami, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur l'ambassadeur. Permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier pour ce don qui illustre l'excellence de nos relations que vous avez qualifiées il y a peu de relations de fraternité et de relations de cœur. Le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé la volonté de la République de Djibouti à poursuivre cette coopération mutuellement bénéfique pour les deux pays. Voici ses propos. Le don de matériel médical d'une valeur de 833 millions de francs djibouti
soit 500 millions de yens japonais, est un don précieux car il intervient à un moment opportun, compte tenu de la situation exceptionnelle due à la lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19. Je tiens au nom du gouvernement de Djibouti à remercier le gouvernement du Japon pour ce geste amical. Il est important de rappeler aussi que la République de Djibouti a récemment reçu un don de la part du gouvernement du Japon en médicament appelé Avigan à travers le programme onusien de l'UNOPS. C'est un premier lot qui permettra de traiter une centaine de patients. Le Japon, Monsieur l'ambassadeur, reste un partenaire privilégié de la République de Djibouti à travers des projets divers, variés et structurants. Monsieur l'ambassadeur, votre pays continue à appuyer les efforts de développement de notre pays. Soyez-en encore une fois remerciés. Il y a lieu aussi de noter le projet de construction de 20 km de la route nationale 1 dans la région de Dikil, entre Yoboki et Galafi. Ce projet est réalisé avec la précieuse collaboration de la JIX et il est à ce jour complété à hauteur de 60%. Par ailleurs, nous pouvons également souligner l'heureuse nouvelle de l'ouverture des plis de l'appel d'offres concernant le projet de construction du deuxième ferryboat pour les régions du Nord. Cette ouverture des plis a eu lieu il y a quelques jours à Tokyo. Ce nouveau moyen de transport que le gouvernement du Japon met à la disposition du gouvernement de Djibouti va constituer un élément supplémentaire dans la facilitation du transport maritime, du mouvement des marchandises et des personnes vers Tajora et Obok, avec la capacité d'assurer le service même en période de Kamsin, en période d'été. Ce projet sera finalisé dans un délai de 18 mois. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue de la communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du schéma stratégique REATIC au Palais du Peuple. Plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres du Travail, de la Solidarité nationale, de l'enseignement supérieur, respectivement M. Ismail Ibrahim Roble, M. Ousmane Aden et Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que des hauts cadres de l'administration publique, des figures de la société civile ont pris part à la cérémonie. Le REATIC est le moyen tout indiqué pour promouvoir l'équité, améliorer la qualité et faire avancer la réforme de l'éducation. Grâce à nos différentes infrastructures, le ministère de la Communication, des Postes et des Télécommunications a la ferme intention d'apporter une contribution effective aux côtés du MENFOP pour la mise en place de cette nouvelle technologie afin de généraliser ensemble l'utilisation des TIC. Rappelons que notre pays a aujourd'hui la chance de lancer un pari ambitieux pour nous positionner sur le système éducatif tant qu'avant-gardiste sur l'utilisation des TIC. Et c'est grâce notamment à un accès de l'éducation de 84% à un système éducatif national centralisé qui nous permet de faciliter le pilotage du système. Une position de hub régional télécom et surtout une volonté très forte du chef de l'État à concrétiser notamment par une amorce depuis 2014 du projet Un enfant, une tablette et le déploiement des Smart Classrooms dans tous les pays. À l'issue des interventions officielles, les participants ont suivi un exposé de la stratégie, des moyens et des attendus ainsi que du plan d'action sectoriel du projet REATIC. Le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Badon, a dans son discours rappelé, et son collègue de l'enseignement supérieur ont ouvert le bal des interventions officielles. L'un et l'autre ont rappelé qu'ils ont mis l'accent sur l'intérêt de la portée de ces projets chers au président de la République qui en a tracé les grandes lignes de 2014 au moment du lancement du programme Un enfant, une tablette. Écoutons-les. Merci mon collègue du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour m'avoir invité à prendre conjointement la parole à cet atelier de lancement des stratégies, de schéma stratégique REATIC
Je remercie également chacune des personnalités ici présentes pour avoir délaissé vos multiples responsabilités et charges en vue de rehausser de votre présence cette cérémonie de lancement. Mesdames et Messieurs, conformément à la feuille de route du Président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le schéma stratégique réactique du MENFOP fait partie de nombreux chantiers qui sont en cours pour faire de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques et de l'amélioration du bien-être des populations. Les moyens technologiques ont pris une telle importance dans notre vie quotidienne qu'il serait anormal de ne pas les voir s'introduire de plus en plus dans la pratique de l'enseignement. Autrement dit, l'intégration des TIC dans l'enseignement n'est plus une démarche optionnelle à adopter, mais est devenue une nécessité, et c'est pour cela que l'école djiboutienne doit emprunter la voie de l'innovation pédagogique pour remédier aux difficultés rencontrées. Nos enfants sont nés dans un monde d'information continue, de partage, d'échange et de création. Ils font partie d'une génération hyper connectée, ouverte, communicante, dont le mode de fonctionnement change radicalement de ceux des générations précédentes. Le développement d'une culture numérique partagée est présenté comme un objectif politique, social et éducatif. Cela s'est traduit par des demandes institutionnelles fortes pour une croissance de l'usage des TIC par toute la communauté éducative. Les métamorphoses sociétales nous obligent à réviser nos modèles d'apprentissage, nos pratiques d'enseignement et à revoir nos objectifs. Mesdames et Messieurs, la réussite que nous recherchons tous n'est pas définie par la richesse d'un pays ou par un positionnement géostratégique. Elle est marquée par la capacité de faire les bons choix techniques au bon moment. Pour cela, il est primordial d'avoir à la fois une vision éclairée de l'avenir, des orientations stratégiques et courageuses, le sens du timing ainsi qu'une action déterminée. Après les nombreuses réformes mises en œuvre, le schéma stratégique réactique du MENFOP est adopté au bon moment pour répondre à une attente forte des élèves qui veulent vivre avec leur temps et rassurer des parents qui souhaitent que leurs enfants soient préparés à intégrer le marché du travail. Cela se généralise à tout le niveau d'apprentissage, du primaire à l'enseignement supérieur. C'est pourquoi l'application des technologies de l'information et de la communication de l'éducation nationale est un excellent point de départ si nous voulons promouvoir l'équité, améliorer la qualité et faire avancer la réforme de l'éducation. Mesdames et Messieurs, grâce à nos différentes infrastructures, mon département a la ferme intention d'apporter une contribution effective aux côtés du MENFOP pour la mise en place de cette stratégie afin de généraliser l'ensemble de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Comme vous le constatez, nous attachons donc une importance particulière à cet atelier qui traite une question importante pour le gouvernement. Aussi, je suis convaincu de la pertinence et de la richesse des échanges qui auront lieu durant cet atelier, des discussions qui nous permettront d'identifier des pistes de réforme adéquates et qui permettront à Djibouti de rattraper certains retards observés. Merci. Je vous remercie de votre attention. Je pense que le moment inédit que nous avons vécu récemment avec le Covid nous a amené également à réfléchir sur l'importance du numérique. L'importance du numérique, pas uniquement pour Djibouti, mais également des pays beaucoup plus évolués que les nôtres, où on s'est rendu compte que des enseignants, des étudiants, des élèves ne maîtrisaient pas l'outil numérique et ne pouvaient pas donc suivre les enseignements numériques. Et cette initiative est très importante et très intéressante pour Djibouti qui veut s'inscrire, comme le disait tout à l'heure mon ami et collègue de la communication, dans l'ère du numérique. Nous sommes un hub au niveau de la logistique et transport, mais nous devons également être au niveau du numérique. Donc la tâche la plus importante pour Moustapha et moi-même, c'est que tous nos étudiants, nos élèves aient une double compétence. Cette double compétence, elle se traduira bien sûr par le savoir dans des filières adaptées, que ce soit au niveau du LIC ou au niveau de l'enseignement supérieur, mais chaque étudiant djiboutien doit maîtriser le numérique. Et ce projet est vraiment, Monsieur le Ministre, à votre honneur, un projet très important pour la République de Djibouti et honore les engagements du Président par rapport à ses engagements vis-à-vis de la population et de la jeunesse. Le ministre, Mme Ousmane Aden et Ismaël Ibrahim Roble ont mis l'accent sur l'intérêt et l'importance de ce projet, le REATIC. Ils ont rappelé le bénéfice de partager des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Écoutons-les.
L'éducation est passée par plusieurs étapes. Il y a eu des challenges plus importants dans l'offre de services de l'éducation, l'élargissement, l'accessibilité. Maintenant, on est en train de passer à un autre défi qui est le numérique. Et je pense que plein de prérequis sont à prévoir, notamment la connectivité. Et je pense que le ministre de la Télécom a vraiment précisé son engagement et les efforts qui devront être fournis. Moi, je rajouterais une éducation inclusive et qui va être équitable. Là, on va parler des enfants qui vont peut-être être pas en mesure de pouvoir avoir accès à la technologie. Et il est de notre rôle en tant que ministère des Affaires sociales de pouvoir assurer cette connexion et cette liaison et d'aider le ministère de l'Éducation à pouvoir identifier ces ménages et ces enfants, mais aussi les assister à être au même niveau que les autres élèves qui ont un peu plus de moyens ou un peu plus d'accessibilité. Je m'engage personnellement et j'engage également en mon nom le ministère des Affaires sociales à être partie prenante importante dans ce développement et dans ce projet, parce que pour moi c'est un futur, c'est le capital humain, c'est le décideur de demain, mais c'est également le développement de notre économie nationale. Je voudrais joindre ma voix à celle de mes collègues pour dire aussi tout le bien que je pense de ce moment particulier du REAC, un projet très important pour l'éducation nationale. Je voudrais alors dire ma fierté et le sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui, parce que j'ai connu aussi un temps à l'éducation nationale, à la genèse de ce projet, et l'on ne peut être que fier de voir aujourd'hui l'éducation nationale entrer de plein pied dans le monde du numérique. Et je voudrais donc m'associer aux uns et aux autres pour saluer ce projet, cette initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui va transformer l'école de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a de son côté réaffirmé comment les TIC sont devenus, depuis les milieux des années 90, un moyen civilisationnel nécessaire et utile en pleine expansion. Les réformes et révisions de l'éducation nationale définissent en ce sens une partie de l'histoire de notre pays, passé et présent, qui constitue bien sûr un ensemble homogène et dessine son avenir. Mesdames et messieurs, il est important de moderniser et renforcer par des méthodes innovatrices la base existante des enseignements-apprentissages pour gagner en performance scolaire et éducative. Notre pays a aujourd'hui la chance de lancer un pari ambitieux pour nous positionner sur le système éducatif en tant qu'avant-gardiste, comme l'a très bien dit le consultant, sur l'utilisation des TIS, et ce grâce notamment à un accès à l'éducation de 94%, à un système éducatif national centralisé qui permet bien sûr de faciliter le pilotage du système, mais également une position de hub régional, télécom, et surtout une forte et très forte volonté du chef de l'État, concrétisée notamment par une amorce depuis 2014 du projet Un enfant, une tablette et le déploiement des Smart Classrooms dans tous les pays. De vous toutes et tous, nous gagnerons dans un premier temps et sur le moyen terme en performance de nos enseignants et de nos élèves et obtiendrons, Inch'Allah, un meilleur classement dans des tests internationaux comme les PASEC. À travers le renforcement des apprentissages par l'éthique, nous visons également une amélioration de l'indice du capital humain, car éducation et santé vont de pair. Mais également, comme l'a très bien dit également le consultant, une hausse du PIB, car ce projet réactique est générateur, Monsieur le ministre, d'emplois et d'activités nouvelles dans divers domaines. Et enfin, un positionnement régional, car les enfants et les jeunes d'aujourd'hui peuvent, à travers le TIS, facilement devenir trilingues et assimiler d'autres compétences comme les nouvelles sciences centrées sur l'éthique. Je suis persuadé, mesdames et messieurs, que cette mise en œuvre va transformer l'avenir du pays. Et en ce sens, c'est un grand honneur pour mon département
appuyé bien sûr par le département de la communication, mais également au vôtre aussi d'apporter donc votre contribution à ces projets phares de longue durée. Je suis confiant que tous ensemble, solidaires et engagés, il nous revient d'être les acteurs de la réussite de ces projets porteurs. Notre équipe a recueilli la réaction du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mahmoud, lors du lancement officiel du schéma stratégique, le REATIC, au Palais du Peuple. Comme vous avez très bien vu, nous avons assisté donc au lancement. Moi et mon collègue de la communication, mais également d'autres ministres présents, nous avons lancé bien sûr les travaux de la mise en œuvre du schéma REATIC, à savoir bien sûr les schémas du déploiement du numérique dans nos salles de classe. Donc il s'agit en fait ici de la concrétisation du projet et vraiment de la vision du président de la République qui, de 1994, avait lancé ces projets, bien sûr, un enfant, une tablette. Une concrétisation du projet, de la vision du président de la République en 2014. Un enfant, bien sûr, une tablette. Et là, vraiment, il s'agit de la concrétisation de ces projets et qui a été, bien sûr, une succession d'actions qui ont été menées sur le terrain, mais également une réflexion ou des discussions approfondies qui ont eu lieu à travers, bien sûr, les échanges également que nous avons eus avec une expertise étrangère, mais également avec des voyages d'études que nous avons opérés, bien sûr, depuis l'étranger. Et c'est ce cumul d'expériences qui nous a vraiment permis de mûrir la réflexion et d'approfondir la question pour aujourd'hui arriver à l'élaboration avec l'appui d'un expert vraiment, un professionnel du métier qui a vraiment accompagné la commission d'éthique que j'ai mis en place en 2016 et qui a abouti bien sûr à l'élaboration de ce document cadre. C'est vraiment un document cadre, une stratégie. Et comme vous l'avez très bien vu également, et l'a très bien dit mon collègue ministre, il s'agit, ce projet est porté pas seulement par le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est un projet porté par le gouvernement. Et bien sûr, comme premier partenaire de ce projet, il s'agit du ministère de la Communication, mais également le ministère des Finances, le ministère des Budgets, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail, pardon, j'ai oublié mon collègue ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, qui est également le département de l'Éducation. Donc, il s'agit, et maintenant la question, qu'est-ce que ce schéma, en quoi et qu'est-ce qu'il s'agit de quoi ou en quoi elle est importante. Elle est importante et son impact direct sera bien sûr l'amélioration des enseignements-apprentissages. Parce qu'il a été question en 2016 lors du colloque que nous avons organisé, de dire ce questionnement de l'école, il a été question d'améliorer les enseignements-apprentissages. Et donc il nous a semblé, et ça c'est même parfois une directive et les instructions du président de la République qui a dit, ça y est, maintenant nous pouvons être fiers qu'aujourd'hui, à peu près 84% des enfants djiboutiens en âge d'être scolarisés sont scolarisés. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux bien que mes enfants, les élèves djiboutiens, puissent travailler dans les mêmes conditions de travail que dans les pays, bien sûr, développés. Donc, il a été question vraiment, à travers cette introduction du numérique, nous allons améliorer tous les cadres de travail des élèves et des établissements, puisqu'il est question non seulement d'installer des outils informatiques, installer les fibres optiques, mais également, ça amènera bien sûr à également améliorer le cadre de travail dans nos salles de classe. Du coup, ça va impacter et motiver l'enseignant, mais également les élèves seront plus motivés, mais également à travers ces TIS, bien sûr, nous avons également d'autres compétences qui vont être bien sûr développées et donc appris par les élèves. Donc pour nous, le défi reste encore. Il est vraiment ambitieux. Il est ambitieux et donc c'est un projet vraiment sur le long terme. Mais il y aura bien sûr des commissions techniques qui vont commencer à partir d'aujourd'hui travailler pendant une semaine. Ils vont travailler, ils vont produire une planification dans le temps. Ce sera jusqu'en 2035 et d'ici en 2035 il y aura une planification. La première année de 5 ans. 5 ans. Donc il y aura un plan
sur 5 ans, 5 premières années quinquennales, donc 5 premières années, qu'est-ce qui sera réalisable et possible de le faire. Donc c'est le travail que nous attendons de ces commissions techniques, Inch'Allah, avec mon collègue de la communication, mais également avec mes autres collègues qui se sont engagés, chacun d'eux en prenant la parole. Et vraiment, Inch'Allah, nous tous, j'espère que nous allons arriver à faire réussir ce projet-là, Inch'Allah, qui est vraiment le projet du pays, parce que quand on travaille sur l'éducation, automatiquement, on parle des performances des élèves. Quand on parle des performances des élèves, on parle des performances, bien sûr, de la main-d'œuvre djiboutienne. Qui dit performance de la main-d'œuvre djiboutienne dit, bien sûr, une économie performante, une économie concurrente, une économie, bien sûr, qui s'intègre bien, concurrente, compétitive et qui s'intègre bien, bien sûr, à l'économie mondiale. Santé à présent. Concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 830 tests ont été effectués aujourd'hui. 5 cas étaient positifs au Covid-19. 17 cas sont guéris et nous recensons 0 décès. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a visité le futur centre de contrôle des passagers au niveau de l'aéroport de Djibouti. Accompagné par son collègue de l'équipement et des transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de la Santé a en effet inspecté les différents dispositifs mis en place pour la surveillance épidémiologique au départ et à l'arrivée des passagers dans notre pays. La visite des lieux s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la police nationale, M. Abdillahi Abdi, le directeur de l'hôpital militaire, Dr Madian Mohamed Saïd, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé. À l'issue de cette visite, le ministre de la Santé s'est dit satisfait du circuit composé d'une grande salle pouvant accueillir plus de 400 personnes, d'une salle de prélèvement et d'un laboratoire. Le ministre a déclaré que tous ces dispositifs répondaient à toutes les exigences édictées dans le décret présidentiel du 12 juillet, notamment sur le respect des mesures barrières telles que le port obligatoire des masques à toutes les étapes. Tout à fait autre chose, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, a reçu aujourd'hui un don de kits protection de la part du président de l'association Green Generation, M. Mahad Abdelrahman. Cette donation de kits est essentiellement composée de 2000 masques de protection des tissus respecter la norme AFNOR et des gels hydroalcooliques pour les personnes handicapées. Cet acte de générosité s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation et de garder conscience sur les menaces liées à la pandémie du Covid-19 et de permettre d'atténuer les effets de la crise du Covid-19 à l'égard des personnes handicapées qui sont d'autant plus fragiles et qu'il faudrait prêter une attention particulière. En pris part le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, le président et le membre de l'association Green Generation, la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cheikh, la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et la directrice du Centre des leadership et d'entrepreneuriat, Mme Oubah Melo, ainsi que les cadres de l'ANPH. La directrice de la clé Oubah Melo et le président de Green Generation, M. Mahad Abdelrahman, à l'ordre de la cérémonie de remise des kits de protection contre le Covid-19, ont déclaré que les personnes à besoins spéciaux et a félicité l'association Green Generation qui a remporté le 3e prix du concours Challenge Covid-19 et salué leur contribution auprès des personnes à besoins spéciaux. Écoutons-la. Aujourd'hui, nous vivons une situation et un contexte hors du commun dont le monde entier dont on n'a pas vécu. C'est cette crise sanitaire. Beaucoup de mesures pour pouvoir limiter les dégâts. Donc, aux clés, on a voulu faire participer la jeunesse, faire participer la société civile, les jeunes entrepreneurs, bien sûr en partenariat avec le PNUD et l'UNICEF. Et ça a donné ses fruits aujourd'hui, vous voyez. Ce qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du concours Covid-19 Challenge organisé par les clés en partenariat avec le PNUD et l'UNICEF afin de développer des solutions locales contre le Covid-19 en misant sur la prévention et la sensibilisation des populations en danger de ce virus. Ces derniers mois, le monde est confronté à la pandémie du Covid-19 qui a déclenché une crise sanitaire sans précédent. Un grand nombre de pays a imposé un confinement à domicile de manière à contenir les risques de propagation. La population djiboutienne a été confinée un peu plus de 2 mois et demi. Comme nous le savons tous, si la distanciation sociale a permis de contenir la propagation
agressive de cette pandémie, il est aujourd'hui plus que nécessaire de faire preuve de vigilance, de se laver les mains plusieurs fois par jour, de porter un masque. Nous essayons peu à peu de retrouver une vie normale. Nous reprenons le travail. Les frontières seront bientôt ouvertes, mais la pandémie elle est toujours là. On n'en a pas encore fini avec le Covid-19. Pour que cette transition se passe le mieux possible, il est impératif de redoubler d'efforts. Protégeons-nous pour protéger les autres. Pour sa part, le directeur général de l'ANPH de Al-Saïd Mahmoud a remercié l'association Green Generation. Il a rappelé que cette donation auprès des réseaux des personnes handicapées et souhaité la bienvenue à toute autre initiative de ce genre. La cérémonie s'est clôturée par la réception des donations des kits de protection à l'AGG dans la salle de réunion de l'ANPH 6 à l'enceinte du camp Mounjoutine. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'Afrique du Sud a réimposé hier un couvre-feu national devant une recrudescence des cas de Covid-19. Le président Cyril Ramaphosa a décidé hier de réimposer un couvre-feu en Afrique du Sud en raison de la remontée des cas quotidiennes de contamination. Il a relevé qu'en moyenne 12 000 nouveaux cas avaient été enregistrés chaque jour ces dernières semaines. À partir d'aujourd'hui, le couvre-feu sera de nouveau en vigueur en Afrique du Sud de 21 h et les visites familiales seront interdites. Ramaphosa a également décidé de suspendre à nouveau les ventes d'alcool. Les restrictions imposées en mars pour tenter d'enrayer l'épidémie dans ces pays le plus touchés en Afrique avaient été en partie levées en mai dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.